Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission dédiée aux ruptures et abandons, un phénomène qui encombre. Jacques-Olivier Hénon, directeur des politiques de formation et d'innovation pédagogique au 3CABTP. Le 3CA est heureux d'organiser cette émission dans le cadre des universités d'hiver de la formation professionnelle 2023 organisée par Centre Info. Les ruptures et abandons, alors c'est un phénomène qui est connu, reconnu. Bon an, mal an, on tourne toujours aux alentours de 24% de jeunes qui abandonnent leur formation. Cela fait plus de 30 ans que nous observons le phénomène. Cela fait plus de 30 ans que les centres de formation mettent en œuvre des éléments, des actions, des remédiations pour réussir à limiter, diminuer, voire tenter de faire disparaître ces ruptures et abandons pour arriver toujours à ce phénomène de 24%, en tout cas cette mesure des ruptures et abandons. Nous sommes ici pour vous présenter une expérimentation, en tout cas un processus qui fonctionne, qui permet de réduire significativement les ruptures et abandons. Pour aller directement au fait, cela fait très longtemps que tout le monde travaille avec beaucoup d'énergie sur les causes de ruptures et abandons. Pour faire très simple, travailler sur les causes, c'est très bien. Travailler sur le processus de rupture, c'est mieux. Je suis accompagné aujourd'hui par 3 intervenants, 2 de BTP-CFA Occitanie, Gilles Raza, secrétaire général de BTP-CFA Occitanie. Bonjour Gilles. Bonjour Jacques-Olivier. Stéphane Tapias, directeur innovation et développement pédagogique et socio-professionnel BTP-CFA Occitanie. Bonjour Jacques-Olivier. Bonjour Stéphane. André Jorquera, chargé de mission au 3CA BTP, développement, parcours et orientation, mais également doctorant au laboratoire de psychologie en socialisation, développement et travail de l'université, je l'ai dit dans le bon sens, dans le bon ordre, de Toulouse, Jean Jaurès. Bonjour Jacques-Olivier, merci. Bonjour André, ravi d'être avec vous aujourd'hui pour exposer à tous là où on en est, des ruptures et abandons. Pour commencer tout de suite, premier temps de cette émission, de quoi parle-t-on lorsque on parle de rupture et abandon? Qu'est-ce que c'est que cette thématique? Alors, on peut distinguer entre ce qui est de la rupture, qui est vraiment l'interruption prématurée d'un contrat, quelle que soit la raison de l'interruption, et puis l'abandon de formation. La DARES utilise 2 taux en réalité. Elle compte les ruptures et elle compte aussi un taux à 360 jours où aucun contrat n'a été signé après la première rupture. Donc là, on va se centrer sur les abandons de formation parce que la rupture elle-même n'est pas forcément dramatique. Il arrive qu'il y ait une rupture. Si derrière la première rupture, il y a un nouveau contrat qui est conclu, finalement, c'est moins grave, on va dire. Le jeune n'est pas perdu et ça continue à fonctionner et son projet de formation n'est pas abandonné. Ce qui s'est passé il y a 2 ans, pour aborder cette question-là, ça a été à la demande du directeur du CFA de Toulouse, Thierry Kopecky à l'époque, et on peut lui rendre hommage, puisqu'il nous a quittés prématurément, qui est venu nous trouver en nous disant, voilà, moi je fais plein de choses à Toulouse, mais malgré tout ce que je fais, mon taux d'abandon, il reste à hauteur de 30%, ce qui était considérable. Ça pouvait être même au-delà de 30%. Et on a commencé à travailler, on a cherché des ressources, il y avait eu des rapports scientifiques au 3CABTP, donc on avait déjà un petit background là-dessus, ce qui nous a permis d'aller au contact du laboratoire de psychologisation, développement et travail de l'Université de Toulouse, Jean Jaurès, qui est spécialisé sur l'adolescent, et ce qui nous a permis d'engager un dispositif avec ce laboratoire. Ça, c'est le début de l'histoire. Et la clé du dispositif, c'est d'avoir une lecture positive des événements, parce que quand un jeune abandonne, souvent, c'est la seule solution de son point de vue qui lui reste. Voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Merci André. Donc rompre, c'est une chose. Les centres de formation font énormément de travail pour retrouver un contrat derrière. C'est quelque chose qui est connu, qui est reconnu. Le vrai drame, effectivement, c'est quand le jeune abandonne. Tu l'as dit André, il y a un point essentiel qui va être un peu le fil rouge. Ce sont des jeunes très jeunes, des adolescents. Ils sortent de leur cocon familial et c'est ce point-là qui a été spécifiquement traité. Alors BTP-CFA Occitanie, qui est un organisme de formation implanté sur toute la région, est un organisme assez large, avec 5 centres, 5 établissements de formation, a répondu il y a quelques années à un appel à projet lancé par le 3CA BTP sur cette thématique des ruptures et abandons. Dans le cadre de cet appel à projet, elle a mis en place un projet pour réussir à travailler cette question. L'émission va être rythmée en 3 temps. À chaque temps correspond un sujet. À chaque sujet aura lieu quelques échanges, des débats, des explications. En tout cas, nous espérons qu'elles vous éclaireront. En démarrage de chacune des thématiques, vous allez avoir une petite vidéo. Première thématique,
Rupture et abandon, un dispositif scientifique co-construit avec BTP CFA Occitanie. Premier témoignage, première vidéo. J'ai le plaisir de recevoir Laurent Baron. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous êtes adjoint de direction en charge de l'accompagnement socio-éducatif au BTP CFA Occitanie sur le site de Perpignan. Alors, vous avez, vous, lancé cette expérimentation des groupes de parole en 2020 et très vite, ce qu'il apparaît, enfin ce que la psychologue vous fait remonter, c'est ce problème de rupture lié à l'intégration dans l'entreprise. Tout à fait. Les jeunes, quand ils arrivent en entreprise, ont un besoin de reconnaissance. Ils ont intégré un parcours professionnel, ce sont des jeunes professionnels qui viennent apprendre un métier et ils ont des représentations de ce qu'est la vie dans une entreprise, ce qu'est l'apprentissage du métier, mais ils ont besoin aussi et surtout de se sentir intégrés. Ces jeunes nous ont alertés sur le fait que pour pouvoir se sentir bien dans leur formation, ils avaient besoin d'être considérés comme des professionnels en formation, comme des adultes, et que leurs paroles soient écoutées. Comment ça s'est réglé justement ce problème ? Eh bien, la psychologue est intervenue auprès des jeunes pour échanger avec eux sur la vie en entreprise. Et elle a essayé de réfléchir avec eux sur, de leur côté, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour réussir cette intégration, quels liens ils pouvaient tisser avec leur maître d'apprentissage et ainsi limiter les risques de rupture. En quoi ces groupes de parole ont changé votre regard sur cette thématique des ruptures d'abandon ? Alors, nous travaillons pour limiter les ruptures de contrat depuis de nombreuses années. Cependant, ce projet, cette action, nous a permis d'avoir une approche beaucoup plus scientifique à travers le regard de la psychologue. Là, nous avons une personne extérieure, spécialisée, et qui nous a permis d'être plus précis dans l'action que nous avons menée. Ensuite, cette action a permis aussi de sensibiliser les équipes pédagogiques et de leur permettre d'avoir un regard différent par rapport à l'adolescent, par rapport aux jeunes professionnels et par rapport au risque de rupture. Très bien. Merci beaucoup, Laurent, pour ces éclairages. C'est moi qui vous remercie. Premier témoignage. Alors, vous verrez à la fin de l'émission que pratiquement tout est dit déjà, même s'il reste beaucoup à dire, mais enfin, en tout cas, tous les prémices de ce dispositif sont abordés dans le cadre de cette interview. Alors du coup, première question pour toi, Stéphane. On a bien entendu, c'est un recours, en tout cas, à un dispositif universitaire, de psychologie, de recherche. C'est quand même particulier pour un CFA du BTP. Comment cela a-t-il été perçu, vécu par les équipes terrain ? Mais tout d'abord, il a été question de présenter aux équipes de direction, aux équipes terrain, donc la genèse du partenariat avec le laboratoire, donc on va dire PSDT, Psychologie de la socialisation et développement au travail, pour présenter en fait la création d'un dispositif expérimental basé sur en fait l'intervention de psychologues mobiles dans les différents CFA, tout d'abord à Toulouse et après plus tard sur les autres CFA de BTP CFA Occitanie. De plus, comme on l'a déjà dit en introduction, l'ensemble des équipes de direction sont d'accord pour dire qu'on subit un phénomène qui est celui d'être témoin de rupture de contrat d'apprentissage sans avoir pu jouer un rôle d'interlocuteur, on va dire, en amont et surtout privilégié. Donc ça a été un argument aussi qui est commun à l'ensemble des CFA. Ensuite, l'expérience de Toulouse est un argument d'autant plus convaincant qui va nous permettre, et qui l'a permis donc d'avoir des outils pour entrevoir les prémices d'une rupture, mais aussi d'établir, donc avec le concours de Valérie Capdevielle, on en reparlera tout à l'heure, d'établir un module de prévention basé sur une expérimentation des compétences qui ne sont pas forcément présentes au CFA, d'où l'appel à ces psychologues externes. Et surtout, parce que bon, ça c'est quelque chose qui revient souvent dans les sujets de conversation sur la rupture, c'est d'avoir une compréhension globale des éléments qui permettent d'agir de façon préventive sur les ruptures et de prendre en compte l'aspect, donc je pense qu'André en parlera tout à l'heure, de l'aspect multifactoriel de ces ruptures et abandons. Alors, si on entend bien, quand on se rend compte, on oublie l'expérimentation. Avant cette expérimentation, c'est quelque chose
peut tout à fait être vécu par tout CFA, quel que soit son secteur de formation. Quand on se rend compte de la rupture, il est trop tard. C'est ça. Et ces groupes de travail permettent d'anticiper, d'analyser ces prémices-là. Anticiper, analyser ces prémices-là. On parle souvent d'analyse de signaux faibles. Nous, en fait, quand on est face à une rupture, on est déjà dans une situation de crise. Voilà, la rupture est enclenchée, elle est déjà dans un processus et elle va être conclue. Donc voilà, l'intérêt, c'est de travailler sur ces signaux faibles de prémices qui peuvent annoncer une démobilisation, une prévention, une rupture ou un abandon. D'accord, on va y revenir, merci beaucoup tout à l'heure. Travailler sur ces prémices et puis extraire tout ce qu'il faut pour permettre aux jeunes de se socialiser professionnellement parlant. Et alors, tu viens de nous en parler, il y a eu un premier pas au CFA de Toulouse. C'est ça. Ça a servi comment, ça de phare, d'exemple? Ah oui, d'exemple, surtout qu'il y a eu une expérimentation sur la première phase à Toulouse. Ça a été une expérimentation sur 4 sections. Donc on a vraiment pu tester l'expérimentation du dispositif et l'apport qu'on pouvait en avoir. Voilà, donc en fait l'idée après a été de se dire on duplique ce dispositif dans sa phase expérimentale sur les autres CFA. Et après, on en reparlera peut-être tout à l'heure, et le CFA de Toulouse, lui, a emboîté le pas sur une massification du dispositif, donc avec un plus grand nombre de sections. D'accord. Avec ce que ça a généré encore comme contrainte supplémentaire. Merci. Sans déflorer la suite, les résultats ont été à ce point intéressants. Très intéressant. Ça crée de l'appétit à la chose. Gilles, alors tu es secrétaire général de BTP CFA Occitanie. Et ce projet, en fait, il correspond à ton arrivée, grosso modo, à BTP CFA Occitanie. Donc, tu arrives, tu prends le poste, tu découvres tout ce qui est déjà fait, tout ce qui peut être amélioré, tout ce qui reste à faire. Mais alors, pourquoi avoir décidé de se lancer dans une expérimentation comme ça? C'est une intuition, un pari? Alors effectivement, donc, le projet est le résultat de 2 choses. Donc, mon arrivée au sein de BTP CFA à l'époque Languedoc-Roussillon, qui allait fusionner avec Midi-Pyrénées, et sur lequel on essayait de voir ce qui marchait bien des 2 côtés pour l'étendre après la fusion. Et je me suis rendu compte que, comme la plupart du réseau BTP CFA ou des CFA de manière générale, parce qu'on le voit dans d'autres branches professionnelles, c'est le cas, il y a des forts taux de rupture qui dépassaient pour nous dans certains de nos CFA plus de 30%. André l'a dit sur Toulouse, c'était même frôlé les 35%, sans qu'on arrive à diminuer ce taux-là. Et donc je me suis intéressé aux travaux du laboratoire de l'université de Jean Jaurès, qui avait déjà commencé à travailler là-dessus, sur les démarches multifactorielles des ruptures, et de voir comment est-ce qu'on pouvait résoudre ce problème-là. Et donc, de ce fait, on a lancé plusieurs opérations, plusieurs actions, dont celle-là qui était la plus importante avec des intervenants extérieurs psychologues, pour essayer de trouver la bonne porte d'entrée pour résoudre cette problématique et faire baisser le taux de rupture et d'abandon surtout. D'accord, c'est quand même de l'audace, parce que on entend bien que, d'ailleurs c'est une formulation que tu utilises souvent, ce dispositif est très intéressant, mais c'est ni l'alpha ni l'oméga de la chose. Tu lances plusieurs projets en même temps. C'est ça. Au même moment, sur BTP CFA Occitanie, nous avons lancé plusieurs dispositifs qui servent à diminuer ce taux de rupture et d'abandon surtout, puisque c'est là où la perte du jeune par rapport à son parcours, sa formation. Donc il y a eu le dispositif prépa-apprentissage pour accompagner les jeunes en amont. Il y a eu également le dispositif avec des psychologues qui sont intervenus, un dispositif également pour accompagner les maîtres d'apprentissage avec des conseillers accompagnement entreprises qu'on a mis en place, et également dans le dispositif avec les psychologues. Donc on a renforcé les équipes d'accompagnement socio-éducatif avec des accompagnateurs socio-professionnels. Voilà, donc il y a tout un dispositif complet en amont du contrat, pendant le contrat, au démarrage, et puis tout au long du parcours, pour essayer de trouver des solutions à ces ruptures. D'accord, donc une vision, en tout cas un projet systémique, si j'entends bien, qui agit sur plusieurs axes. Alors BTP CFA Occitanie, c'est 5 établissements, mais je crois 6 sites. Tous les établissements sont rentrés dans la démarche ?
Alors, il y en a un peut-être ou deux qui sont restés en retrait? Non. Alors sur les 5 établissements, sur 6 sites effectivement, mais les 4 plus importants que le dernier, qui vont entre 750 et 1000 apprentis pour les 4 plus importants. Le dernier qui est donc de Béjan-les-Alès, qui est plus en zone rurale, qui menait d'autres actions plus familiales, enfin voilà, donc avec des jeunes plus proches du CFA, et sur lequel le taux de rupture était plus bas que les 4 autres établissements. Donc on s'est vraiment concentré sur les 4 plus gros établissements qui avaient le plus fort taux de rupture, pour essayer de trouver des solutions. D'accord, merci beaucoup. Avec peut-être aussi un rôle de témoin de Béjan-les-Alès. Voilà, ça permet de comparer aussi ce qui se fait là-bas. Voilà. Ouais, merci beaucoup. André, alors on l'a vu, on est rentré dans le vif du sujet tout de suite. On est dans une approche universitaire, académique, de recherche. Alors ça veut dire de la méthodo, et puis aussi un peu de méthodologie. Ici, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette méthodologie, cette approche qui a été mise en place? L'approche scientifique apporte plusieurs résultats en réalité qui sont constitués au fil du temps. Le premier, qui vient aussi du labo dont LPSDT, qui a beaucoup travaillé là-dessus, c'est qu'il n'y a pas un facteur, on ne peut pas attribuer la rupture ou l'abandon de formation à une caractéristique individuelle du jeune. Ça ne fonctionne pas. On ne peut pas non plus faire un lien entre un système de management de l'entreprise et les abandons de formation. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas une causalité directe. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est vraiment une situation qui fait appel à des mécanismes psychologiques profonds qui touchent à la construction identitaire. On est sur des problématiques de qualification, de disqualification des personnes. On est sur des problématiques de processus de mobilisation ou de démobilisation. C'est assez presque intime. Pour approcher ça, un des moyens, ça a été les groupes de parole. On part du constat simple, et que tout le monde partage, c'est que, ça paraît évident, mais c'est bien de le répéter, un jeune de 16 ans qui rentre dans le monde du travail, ça ne va pas de soi. Et c'est clair. Donc, il est à la fois, alors surtout nos jeunes dans le bâtiment, les jeunes qui viennent dans l'apprentissage dans le bâtiment, souvent une sociographie qui n'est pas forcément très favorisée. Il y a des fois des chagrins d'école qui durent quand même un certain temps. Et puis aussi dans l'entreprise, le jeune, l'apprenti, c'est l'échelon le plus bas dans la hiérarchie de l'entreprise. Donc ça fait beaucoup de choses à gérer pour un jeune. Et toutes ces contradictions, toutes ces choses-là qui pourraient devenir finalement, qui pourraient lui donner un sens négatif à son expérience de formation, il va falloir travailler dessus, il va falloir en parler, il va falloir les mettre en mots. Et c'est à ça que vont servir des groupes de parole. Ce que tu dis, c'est qu'un jeune, c'est un ado, et qu'un jeune dans le BTP, il amène ses problèmes d'ado du BTP, et donc il faut traiter ces questions-là. Voilà, et pour qu'il puisse se construire en tant que futur professionnel, c'est-à-dire qu'il commence à se construire aussi comme adulte, les groupes de parole sont un espace qui est privilégié, parce que la psychologue qui va l'animer, et ça demande des compétences particulières, y compris la psychologue. Ça, je le souligne parce qu'il ne faudrait pas imaginer qu'on a un espèce de truc magique, on met une psychologue dans un CFA et ça fonctionne. Non, le dispositif était complexe et il était vraiment armé, Donc il faut que la psychologue ait suffisamment de compétences pour gérer tout ça et pour mettre un climat de confiance suffisant, pour pouvoir mettre en perspective, pouvoir faire que les autres jeunes apportent, deviennent ressources par rapport à celui qui s'exprime, etc., etc. Je ne vais pas tout développer, mais c'est un des leviers importants du groupe de parole qui sert à la construction des jeunes. Il les aide aussi à faire un peu, à relativiser finalement une filière professionnelle qui souvent est jugée péjorative. Et ce travail-là en interne permet de retrouver de nouvelles sources de mobilisation qui vont permettre justement d'éviter des abandons de formation. Donc la compétence, c'est également une compétence particulière pour ces psychologues qui interviennent. Et c'est là où le laboratoire est extrêmement intéressant parce que c'est également un processus de recherche-action dans la construction des compétences des psychologues qui vont intervenir. Absolument. Et il y a eu un effet de supervision qui a été assuré par Mme Valérie Capdevielle, qui est responsable d'un autre master au sein du laboratoire, qui est sur l'intervention. Donc on voit bien qu'il y a un contexte qui est particulier. Donc le dispositif fonctionnait sur les groupes de parole, mais avec une supervision. Et c'est les allers-retours à ce niveau-là qui permettaient ensuite d'avoir aussi un dialogue avec BTP CFA Occitanie et d'avoir un véritable dispositif de co-construction. Alors vous allez remarquer, ici sur le plateau, mais également à distance, qu'il y a une espèce de partage. Le plateau est surplombé par Mme Valérie Capdevielle, qui dirige le laboratoire dont nous parlons, qui n'a pas pu se rendre disponible aujourd'hui puisqu'elle a de nombreuses contraintes, mais qui a vraiment beaucoup apporté à la chose.
Premier point, on vient de voir, c'est une démarche particulière qui a été mise en place. Deuxième temps de cette émission, on va s'intéresser un peu plus à ces groupes de parole, c'est-à-dire à la notion de cette parole libre pour se construire, avec un deuxième témoignage. À tout de suite pour décrypter cette vidéo. J'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Marty. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vous êtes adjoint de direction en charge de l'accompagnement éducatif sur le site de Lézignan. Alors ces groupes de parole, vous les avez mis en place donc en janvier 2021 pour 2 sections CAP, donc menuisier, aluminium et les peintres, une trentaine d'apprentis donc concernés avec 18 séances en tout, toutes les 3 semaines, à chaque venue au CFA. Et très vite, dès la mise en place de ces groupes de parole, vous avez constaté donc que ces groupes sont très appréciés par les jeunes. Oui, c'est ça. La venue d'une intervenante extérieure, une psychologue du travail, a permis d'établir un lien de confiance immédiatement. D'accord ? On était dans de la confidentialité, on était dans du respect mutuel, dans de l'écoute réciproque de la parole. Donc les jeunes ont énormément apprécié ces groupes de parole au CFA. Vous avez même dit que pour certains jeunes, c'est le meilleur moment passé au CFA. Oui, ça nous a fait presque un petit peu mal de l'entendre, mais c'était leur moment de parole libre, d'échange, de discussion. C'était intégré dans le temps de formation et effectivement, ils nous ont dit que c'était le meilleur moment de la semaine. C'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à s'identifier au centre de formation. Pour eux, l'apprentissage, c'est plus l'entreprise que le centre de formation. Alors effectivement, ils sont rentrés dans une entreprise, ils arrivent chez nous dans un CFA qu'ils n'ont pas forcément choisi, qui n'est pas forcément de leur territoire. Le recrutement, le bassin de recrutement est assez étalé au CFA de Lézignan. Donc ils arrivent dans un milieu qui est totalement connu, voire hostile pour eux. Alors, sur ces groupes de parole, donc vous dites qu'ils ont été un accélérateur de détection de risques de rupture et donc un facilitateur d'actions de prévention. Vous pouvez détailler un petit peu ? Oui, dans les groupes de parole, ils ont abordé différentes thématiques. Ils parlent de leur expérience personnelle, professionnelle, échangent sur les situations individuelles. Et ça permet à la psychologue de capter certaines situations et ensuite de nous les retranscrire, tout en respectant la confidentialité des échanges, mais en nous donnant des éléments qui nous ont permis de cibler certains jeunes et, au travers de notre accompagnatrice socio-professionnelle, déclencher des entretiens individuels qui ont permis effectivement de cibler certaines problématiques et de les accompagner sur des actions de médiation, des actions d'aide sociale, différentes solutions se proposer à eux au travers de nos services. Cette expérimentation, donc, elle a été menée jusqu'en avril, c'est ça ? Jusqu'en mai 2022, oui. Qu'est-ce que vous diriez chez les jeunes ? Est-ce qu'ils ont eu un comportement qui a changé ? En quoi ça a été pour eux salvateur ? Ces groupes de parole leur a permis de créer un esprit d'équipe, un esprit de groupe, puisqu'il y a eu ces notions de tolérance, de bienveillance. Donc les barrières de la différence se sont rapidement levées et du coup ils sont restés dans une dynamique de s'accepter, d'aller de l'avant, de se soutenir, de s'entraider, de solidarité. Et tout ça, ça s'est ressenti dans les cours. Les formateurs ont apprécié ces dynamiques de groupe et forcément, ça a facilité les apprentissages. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué de cette expérimentation ? Le côté très positif, on partait un petit peu dans l'inconnu, c'était une expérimentation, on ne savait pas où on allait, on espérait pouvoir lutter contre les ruptures et à l'évidence, le bien vivre ensemble a favorisé énormément tout leur parcours dans notre centre de formation. Merci Sébastien pour cet échange. Merci de votre attention. À bientôt. Deuxième temps de cette émission. Alors là, c'est quand même exceptionnel. Enfin, le témoignage, le vivre ensemble, le rôle de socialisation du CFA, c'est quelque chose qui est... Je pense que sur le plateau, vous partagez tous. C'est fabuleux ce qu'il explique. Hein. Il y a juste un mot, André. Il y a le mot hostile qui traîne quelque part, pour pas qu'il y ait de doute. Oui. Qu'est-ce que Sébastien met derrière le mot hostile ? En fait, Sébastien, on voit qu'il adore ses jeunes, hein, donc il n'y a pas de souci. Le terme hostile, il peut s'entendre, c'est choquant pour un adulte, mais il faut bien comprendre que du point de vue subjectif du jeune, mettons-nous, il faut un effort d'imagination parce que quand on nous voit, c'est pas forcément évident, mais si on imagine qu'on a 16 ans et qu'on rentre dans le monde du travail, on ne va pas forcément se sentir d'emblée joyeux. Ça va être compliqué, surtout si à 16 ans, j'ai pas eu une scolarité fabuleuse, si j'habite loin du CFA et que je suis obligé d'être interne, si l'entreprise qui m'accueille,
Peut-être qu'elles ne prennent pas des apprentis à chaque fois, peut-être qu'ils sont occupés, ils n'ont pas le temps, la dynamique du chantier fait que, etc., etc., etc. Tout ça, ça va être compliqué. Il va falloir que je donne du sens à tout ça. Ce n'est pas parce que mon employeur me met jamais 2 fois de suite avec le même compagnon qu'il me néglige. Si ça se trouve, je n'ai pas toujours le même compagnon parce qu'il veut me faire voir les différentes facettes du métier. Mais ça, je ne peux pas le comprendre forcément systématiquement. Donc au début, tout ça, ça peut me paraître hostile. Ça peut paraître hostile. On est d'accord que c'est le point de vue subjectif du jeune. Oui, on n'est pas sur des personnalités qui sont hostiles aux jeunes, Non. mais sur un environnement qui est nouveau. C'est le changement qui peut paraître compliqué pour les jeunes. Alors voilà, il y a eu énormément de choses qui ont été dites là, et je suppose que nos auditeurs se disent, bon, bah oui, mais enfin bon, c'est de l'accompagnement. Encore une fois, c'est un accompagnement de nouveau. Il y a des accompagnements socio-éducatifs, socio-professionnels et que sais-je. Bref, l'accompagnement, c'est devenu presque un mot valise. Ici, qu'est-ce qu'il caractérise ? Alors, la grosse différence, c'est la dimension psychologique du travail. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des considérations matérielles ou de facteurs ou de conditions générales. On est vraiment sur des conditions subjectives et personnelles. Mais pour que ça s'exprime, il faut qu'il y ait un espace sécurisé. Je ne vais pas raconter ma vie à tous les passants. Si j'ai besoin d'être réflexif sur moi-même, sur mon avenir, qu'est-ce que j'aime pas. Si je m'interroge en tant qu'ado, quand est-ce que je sais si une fille est d'accord pour m'embrasser, je ne vais pas en parler à un adulte. Hein, je vais voir ça. Voilà, il faut que je discute avec mes copains. Voilà. Donc du coup, il va falloir un espace sécurisé, et c'est là où la compétence du psychologue est importante. Parce que ça peut donner une dimension nouvelle au CFA, c'est peut-être là où il y a une innovation, ça peut créer un espace d'explicitation de tout ce qui est complexe dans les relations de travail. Et du coup, pour ce faire, ça, c'est des compétences qui sont intéressantes et c'est un mode d'accompagnement qui est beaucoup plus, ouvert que ce qu'on fait d'habitude, quoi. Et donc, c'est très exactement pour ça qu'on est dans de la socialisation professionnelle. Le devenir professionnel, c'est ce fil-là qu'on tire. Hein. Précisément. D'accord, merci beaucoup. Alors Stéphane, Oui. on a eu le témoignage, il y a des choses géniales qui ont été dites, notamment ça fait évoluer l'accompagnement des CFA. C'est vrai ça Oui. Déjà un accompagnement dans une approche scientifique. C'est en ce sens qu'on a qualifié le laboratoire de partenaire ressources du projet. Donc dans cette approche scientifique, on s'est aperçu qu'il y avait rapidement, et Sébastien le dit très bien dans le reportage, c'est que donc, le groupe de parole fait son effet, joue son rôle, mais après derrière, quand la psychologue identifie des prémices des mobilisations, il faut que ça soit suivi d'actions, des faits au niveau du CFA. Donc rapidement, on s'est posé la question et on y a répondu. D'une personne référente au niveau des CFA pour prendre le relais de ces groupes de parole. Et donc, ça a été ces accompagnateurs socio-professionnels qu'on a créés, qu'on a recrutés au niveau des CFA. Alors, juste pour que ce soit clair, il y a des groupes de parole qui sont mis en place. C'est ça. On a vu que ce n'est pas simple, il faut des compétences particulières. Ces compétences sont amenées par un ou une psychologue. Et là, tu me parles d'un autre poste, c'est-à-dire qu'il y a 2 pivots. C'est ça, il y a 2 pivots. Il y a 2 pivots qui vont dans le dispositif interférer, échanger, se concerter, collaborer, co-construire pour accompagner au mieux les jeunes dans cette sécurisation des parcours. Mais ces 2 pivots, ils ne sont pas tournés que vers les jeunes. Ça a dû changer quand même des choses dans les équipes. Tout à fait. En fait, ce travail-là qui est fait avec les psychologues et l'accompagnateur socio-professionnel, après, se répercute sur les équipes, et notamment les équipes pédagogiques et les formateurs. Puisque dans les temps d'échange qu'il y a eu aussi entre psychologues, accompagnateurs socio-professionnels et formateurs, on s'est aperçu du besoin recensé des formateurs d'échanger sur ces pratiques-là, sur cette sensibilisation à la prévention des risques, à l'identification des risques de rupture. Et quelque part, j'ai envie de dire, ça a participé à une montée en compétences des formateurs, voilà, sur ce travail-là socio-éducatif. Et c'est perçu comment, cette montée en compétences ? C'est toujours compliqué de remettre en cause son métier. C'est perçu, parce que c'est bien perçu, puisque ça permet finalement, entre les formateurs aussi, même s'ils le font dans leur pratique pédagogique, de faire des partages et des retours d'expérience et d'échanger même sur des situations des fois vécues dans certains groupes, un groupe classe, groupe section, comme on les appellera. Et donc ça permet d'avoir des partages d'expérience et de mettre un
un terme et une signification sur certains phénomènes observés qui finalement présagent peut-être d'un risque d'abandon, d'une immobilisation, d'une complication dans la formation du jeune et peut-être l'abandon définitif. On touche du doigt ce que Gilles nous a dit tout à l'heure, c'est-à-dire des groupes de parole, il se passe des choses, de relais, il se passe d'autres choses du point de vue pédagogique, je suppose aussi du point de vue socio-éducatif, et tout ça fait système. C'est ça. Pour professionnaliser les gens. C'est un système qui prend en compte l'approche à la fois, on va dire, globale, c'est-à-dire qu'on va continuer à travailler sur le groupe, qui assiste au groupe de parole, et on va voir que souvent, la plainte initiale se transforme en une co-construction, puis essayer de trouver des solutions, et puis amener les jeunes à s'interroger et à avoir une réflexion sur la période, on va dire, hybride, transitoire, entre de devenir un professionnel qu'ils vont être et l'ancien élève. Donc là, déjà, ça a un effet. Et puis, et derrière, ces préconisations aussi qui sont données quelque part entre le psychologue, l'accompagnateur socio-pro, qui sont finalement des outils mis à disposition des formateurs dans leur pratique quotidienne. Merci beaucoup. Alors, Gilles, on parle de toi aussi. La preuve, c'est que cette approche systémique se retrouve très opérationnellement dans tout ce qui est fait. Alors, être le patron, c'est arbitrer un tas de choses, c'est aussi régler certaines difficultés. Y en a-t-il eu des difficultés particulières? Alors, comme dans tout dispositif, quand on les met en place, il y a des difficultés. Alors là, c'était plus la planification, puisque du coup, les groupes de parole étaient pris sur les temps de cours des apprentis. Soit en enseignement général, soit en atelier. Donc il a fallu un peu réorganiser pour les sections de CAP donc ces cours-là. Mais les équipes locales sur les campus ont vu plus l'intérêt, les opportunités qu'il y avait à aller sur ces dispositifs-là, puisque depuis plusieurs années, le secteur du bâtiment recrute beaucoup, on n'arrive pas à pourvoir tous les postes. Et donc on se démène au niveau des équipes pour aller recruter, communiquer sur nos métiers. Et derrière, c'est dommage, quand on a les jeunes chez nous, que par des problématiques de démobilisation, peut-être de petits facteurs qui font que le jeune va arrêter, va abandonner. Donc on n'arrive pas à les garder pour qu'ils prolongent et qu'ils finissent leur parcours de formation et qu'ils restent sur les métiers du BTP. Voilà, donc du coup, il y a beaucoup plus d'opportunités à aller sur le dispositif, sur l'ensemble des dispositifs qu'on a mis, dont celui avec les groupes de parole, que de difficultés. Les difficultés, donc on arrive à les résoudre par plusieurs moyens, mais c'est pas ça qui était le principal sujet. D'accord, difficulté donc d'agenda, d'organisation, puisque voilà, c'est ça. Dans un CFA, on court après le temps tout le temps. Les jeunes sont là peu de temps, entre 12, 15, parfois 17 semaines. C'est le bout du monde, et donc il faut gérer cette mise à disposition. Si j'entends bien, le bénéfice du temps pris sur la période de formation en CFA est largement supérieur au fait de la perturbation de sortir les jeunes du cours. Ouais, c'est exactement ça. Voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, on a essayé de mettre des dispositifs systémiques sur l'ensemble du CFA, donc en amont, pendant et tout au long du parcours. Et l'intérêt, on en reparlera encore après, le bénéfice que ça a apporté à la fois aux jeunes, aux équipes en termes de professionnalisation et puis au niveau de la structure elle-même de BTP CFA Occitanie sont beaucoup plus importantes que les quelques difficultés qu'on a pu avoir. D'accord. Alors, être le patron, c'est aussi anticiper. Tu as déjà des premières idées, des premières pistes pour pérenniser la chose? Comment tu le projettes dans l'avenir? Alors, on l'a vu, donc les ruptures, c'est multifactoriel. Donc, je pense que l'ensemble des dispositifs que l'on a créés et co-construits, notamment celui-là, on a souhaité le pérenniser encore une année de plus pour aller vraiment jusqu'au bout de l'expérimentation, pour pouvoir l'élargir. Parce que tout à l'heure, Stéphane l'a dit, ça a été lancé sur Toulouse, qui a un peu plus généralisé le nombre de sections d'apprentis qui ont été touchés par le dispositif. Ça a commencé sur d'autres sites et cette année, on l'élargit encore un peu plus sur les autres sites également, voilà, pour aller jusqu'au bout de l'expérimentation et faire ressortir tous les bénéfices. Donc ce qu'on compte, c'est qu'a priori, on est parti pour
pour arriver jusqu'au bout avec des éléments très positifs de nouveau cette année. Et donc, c'est de voir comment on va le pérenniser par la suite. Alors, soit pris en charge directement sur les NPEC, les niveaux de prise en charge des co-contrats, s'ils ne baissent pas trop, et soit sinon avec l'aide, comme ça a été là, du 3CABTP et de la région Occitanie, qui a participé aussi à l'ensemble des dispositifs en cofinancement. D'accord, merci beaucoup. On va en reparler, je crois, à la fin du... travailler ce point-là sur la fin du troisième temps. Alors, troisième temps de cette émission, on a vu 2 premiers éléments. Troisième élément, c'est vraiment la question de la co-construction. Cette expérimentation est fondée, basée là-dessus. On a un troisième et dernier témoignage que nous vous proposons de visionner. J'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Duharougeau. Bonjour Nicolas. Bonjour Jean. Vous êtes adjoint de direction en charge de l'accompagnement éducatif BTP au CFA sur le site de Montpellier. Alors vous avez lancé cette expérimentation en janvier 2001, donc avec 2 sections CAP première année, maçonnerie, carrelage. Chaque groupe de parole donc se retrouvait à chaque semaine de CFA. Alors moi j'ai envie de savoir tout d'abord, qu'est-ce que vous avez constaté chez les jeunes dès la mise en place de ces groupes? Eh bien, ça s'est très bien passé tout de suite. En fait, la relation de confiance s'est très vite instaurée avec la psychologue qui venait. Les jeunes étaient présents. Ils étaient très rapidement en confiance, donc ils ont une parole assez libre. Le contexte leur avait été bien expliqué puisqu'on était dans la confidentialité et il n'y avait pas de tabou, pas de jugement. C'était un temps vraiment plutôt de décompression, de détente et puis un moment aussi pour apprendre à se connaître entre eux et puis pour qu'ils puissent comme ça exprimer leurs difficultés. Donc une relation de confiance tout de suite avec la psychologue. Oui, et les sujets de discussion sont très variés. C'est aussi bien lié à l'apprentissage qu'à des sujets liés à leur vie personnelle. Exactement, c'était très riche les échanges et puis ils ont profité les uns des autres comme ça de leur expérience. Donc bien sûr, ils ont parlé de leur formation, de leur vie en entreprise, puisque c'est ce qui les reliait entre eux, mais également leurs problèmes personnels et même des choses de la vie. Certains ont pu exprimer leur avis comme ça sur le mariage, sur la vie de couple, sur les prochaines années, puisque ce sont des jeunes en construction, donc ils se projettent aussi sur l'avenir. Donc des sujets très variés et toujours avec le respect, une écoute attentive et surtout pas de jugement et plutôt un enrichissement mutuel. Mais ça vous a surpris, justement, la richesse des sujets? Certains sujets vous ont un peu étonné en tant que pédagogue? Ce qui m'a surpris, en fait, c'est le fait qu'ils accrochent immédiatement. En fait, ils ont un très, très grand besoin de s'exprimer et ils ont aussi un grand besoin d'être écoutés. Donc, très rapidement, ils ont trouvé ça en face avec la psychologue qui a mis un cadre et il n'y avait quasiment jamais aucun absent. Pas de retard, ils étaient toujours présents et je pense que c'était un moment très attendu pour eux dans leur semaine. Est-ce que ces groupes de parole ont permis d'éviter des ruptures d'abandon? Vous pouvez être affirmatif ou pas? Alors clairement, oui. Ce lien de confiance a permis en fait de collecter les informations, de recueillir comme ça les difficultés que les jeunes rencontraient. Et puis donc on avait un accompagnateur socio-professionnel, CFA de Montpellier, qui était référent. Donc il y avait un débrief qui était fait à chaque fin de groupe de parole entre la psychologue et ce référent en interne, et il était très réactif. Donc ça lui a permis d'analyser rapidement les signaux faibles ou les informations claires de la psychologue, de recevoir les jeunes, d'échanger avec eux, et puis de mettre en place un plan d'action auprès des employeurs, des formateurs, faire de la médiation pour évidemment éviter les ruptures et les abandons de formation. Pour conclure, qu'est-ce que ça a apporté aux jeunes? En quoi ça a été bénéfique? Alors je pense qu'en individuel, ça les a beaucoup aidés et la valeur ajoutée, si je dirais, c'est surtout la dynamique de groupe, puisque ce respect, cette entente leur a permis, je pense, d'avoir un gain de maturité. Ils ont pu comme ça analyser un peu mieux ce que vivaient les uns les autres, donc ça leur a permis de prendre du recul, et puis aussi de se nourrir des conseils des uns et des autres. Il y avait des jeunes et aussi des plus âgés dans ces groupes. Donc il y a cette entente mutuelle, et puis on l'a vu, pas de retard, pas d'absence, quasiment qu'un problème de discipline, donc vraiment une dynamique de groupe extrêmement positive. Très bien, merci Nicolas pour cet échange. Merci de votre attention, à bientôt. Merci. Alors là, tout est dit, puisque les jeunes arrivent à l'heure, ils ne sont pas en retard, ils ne sont pas absents. C'est quand même exceptionnel. C'est un témoignage qui est quand même alors, à la fois très précis et très enthousiaste. Alors Stéphane, outre que tout a été dit,
y compris le fait que ça rebondit d'ailleurs sur le premier témoignage, quelques jeunes qui disent ah c'est le meilleur moment pour moi dans la semaine, ça veut dire que c'est clairement un besoin. Et on va pas revenir là-dessus parce que le temps nous est compté, mais quand même c'est juste génial le travail qui a été fait là, et c'est un objectif très certainement que cherchent bon nombre de CFA quel que soit leur secteur d'activité. On est clairement là dans de la qualité quand même. On est clairement sur des questions hyper qualitatives. Comment tu le mesures Alors, on l'a mesuré tout au long de l'action et des échanges qu'on a pu avoir donc à la fois avec les collègues adjoints socio-éducatifs, les psychologues et Madame Capdevielle. C'est que, en fait, ce qu'on a remarqué tout au long de ce dispositif, de ce processus, c'est que ce dispositif-là, il a été modifié, il s'est complexifié et finalement, il se réinvente, il s'est réinventé, il continue à se réinventer. Parce que j'en parlerai tout à l'heure, dans la poursuite, on a fait quelques ajustements. Voilà, donc il s'est réinventé et sur 4 caractéristiques qu'on a clairement identifiées et ce sont pour nous des points d'ancrage et de surveillance. Alors donc c'est le lien très étroit qu'il y a entre la personne en externe et l'accompagnateur socio-pro. L'objectif dans les prochaines, dans la reconduite du dispositif, c'est que l'accompagnateur socio-pro soit capable de trouver des solutions, d'assurer le relais auprès des équipes et d'amplifier ce travail de sécurisation des parcours avec l'ensemble des équipes. Ensuite, on est toujours sur une montée en compétence des équipes pédagogiques. Donc, on va renforcer ces temps d'échange, des temps d'analyse de pratique en faisant des réunions, peut-être des petits bilans intermédiaires, des échanges en début de cycle, on va dire. Puis après, des échanges intermédiaires pour pouvoir se rajuster. Ensuite, on va prendre en considération la dimension plus individuelle des apprenants, c'est-à-dire que suite à ces groupes de parole, on va augmenter les temps individuels, les temps d'échange. Et ensuite, on a souvent évoqué avec Mme Capdevielle le postulat suivant, c'est que en fait, ce qui se construit au CFA, dans ce dispositif, ne doit pas être déconstruit en entreprise. Donc, on se lance aussi, notamment avec nos conseillers accompagnement entreprise, sur un rôle qu'on doit jouer aussi auprès des entreprises et notamment sur la sensibilisation et l'accompagnement des maîtres d'apprentissage. On l'a vu, un premier temps, c'est ce qui se passe avec les jeunes. Deuxième temps, comment on capitalise au sein du CFA. Au sein du CFA, les équipes. Troisième temps, et c'est là-dessus que vous travaillez, comment on associe le troisième pilier, à savoir l'entreprise. Et des perspectives là-dessus? On a des perspectives, c'est-à-dire que donc, nous, en parallèle à ce dispositif et ces groupes de parole et l'intervention des psychologues, on a embauché on a créé un poste de conseiller accompagnement entreprise, qui est un poste qui se situe à la fois entre le travail de nos CRJE, du pôle développement sur la relation entreprise et des jeunes, et la mission du formateur qui va faire sa visite pédagogique en entreprise. Et il nous semblait qu'il y avait un vide un peu pédagogique, entre guillemets. Donc on a créé ces postes justement pour accompagner les maîtres d'apprentissage sur l'accueil, l'intégration, l'accompagnement du jeune, mais sur une dimension un peu plus pédagogique. Oui, l'idée étant que l'entreprise est formatrice, comme le jeune passe à peu près les 3/4 de son temps en entreprise, c'est un moment un peu particulier. Merci beaucoup, très très clair. Oui. Alors on voit, encore une fois, dans ce dispositif, on reboucle avec le début, l'importance de ces compétences. Tu peux nous en dire un dernier mot peut-être sur les formations de ces psychologues? Bien sûr. Ce qui est important aussi dans le dispositif tel qu'il a été monté, et qui n'est peut-être pas le plus apparent, c'est l'ingénierie qui le sous-tend. Le fait qu'il y ait une supervision qui soit conduite par un laboratoire qui a un background important sur ce sujet-là, ça permet d'apporter des éléments de régulation au fur et à mesure, d'engager un dialogue sur des choses observables qui ont été constatées, et ça donne une grande efficacité. On peut en tirer des points de méthode là, dans notre opération. La première, alors les groupes de parole, c'est une chose, c'est un outil, c'est un support, mais l'autre point qui est important, si on veut que le dispositif fonctionne, c'est la coordination avec la communauté éducative, au sens le plus large possible. Parce que si ce lien-là n'est pas bon, ça marche moins bien, clairement.
C'est ce qui s'est passé. Alors, on a la chance, ou la malchance, je ne sais pas trop comment on peut le dire, mais comme le CEFA de Toulouse s'est risqué à s'engager sur une extension à l'ensemble de ses premières années, ce qui est quand même assez considérable, du coup, fatalement, la disponibilité des psychologues intervenants a été réduite. Et le CEFA s'est trouvé en difficulté de maintenir un lien privilégié entre sa communauté éducative, et, pour le dire comme ça, et la psychologue qui intervenait. Donc il a fallu réinventer une coordination qui soit efficace. C'est passé par la mise en place de groupes d'analyse de pratique. Alors c'est un peu surprenant pour notre monde qui est sur la formation, parce que c'est plutôt des méthodes ou des pratiques qui sont utilisées dans l'activité médico-sociale. Pour faire court, les personnes dont le métier est l'accompagnement des humains, il faut bien que de temps en temps elles prennent du recul par rapport à leurs pratiques, qu'elles se réajustent, qu'elles puissent avoir d'autres ressources avec leurs pairs pour essayer de réguler un certain nombre de difficultés. On a besoin de la réinvention, on va dire. Pour les formateurs, c'est pas changer ce qu'ils font, c'est revisiter leurs pratiques. Vous voyez la nuance, hein. C'est pas du tout un truc en plus. Alors, c'est pas un gros mot dans ma bouche de parler de confort, hein, quand on fait de la formation. Donc, c'est plutôt un élément de confort. Et ce qui a été constaté aussi dans l'évolution du dispositif, c'est un retour des formateurs qui était très positif. À partir du moment où il y a un travail d'explicitation avec les psychologues qui sont hors institution, donc il y a une grande liberté de parole, ils arrivent à autoréguler un petit peu leur pratique, ils arrivent à modifier leur façon de faire, il y a des idées qui surgissent, il y a des réinventions qui se mettent en place, quoi. Donc c'est peut-être là qu'aura lieu la prochaine innovation dans nos travaux, ma foi. On va être optimiste. Et Toulouse s'est déjà engagé dans ce dispositif-là, en fait. Merci beaucoup. Alors Gilles, avant de parler argent, tu confirmes, il y a des retours très positifs de la part des équipes pédagogiques et éducatives dans l'évolution de leur modalité de formation, en tout cas dans l'intégration de ces éléments-là. Alors, au niveau qualitatif, c'est clair qu'il y a eu des progrès énormes. Enfin, Nicolas l'a encore dit dans la vidéo. Si les jeunes qui sont accompagnés, et plus accompagnés que les autres, notamment grâce à ces groupes de parole, arrivent à l'heure, se respectent entre eux, que l'ambiance est meilleure en classe, c'est clair que, dans les sections, c'est clair que c'est beaucoup mieux et confortable. Je rejoindrai le mot d'André pour les formateurs. Donc la partie qualitative, elle est certaine. Ouais, c'est assez formidable, hein. Alors il y a un moment, il faut parler sous. Il faut parler argent. Voilà. Et comme, je ne sais pas si j'ai déjà dit, mais c'est toi le patron de BTP CFA Occitanie. Donc du coup, c'est toi qui as cette responsabilité de l'équilibre charge et produit, hein. Alors, qu'en est-il de cette approche budgétaire? Ça coûte des sous, ça rapporte des sous, c'est étal Alors, initialement, évidemment, comme c'était une expérimentation, on s'est lancé sur un appel à projet du 3CA BTP, avec des cofinancements aussi, je l'ai dit tout à l'heure, de la région Occitanie, donc ce qui nous a permis de lancer le dispositif et de s'apercevoir au bout. Donc, au total, c'est près de 600 jeunes qui ont été accompagnés, donc plus sur Toulouse que sur les autres CFA qui ont eu 2-3 sections accompagnées, mais au total, c'est 600 jeunes sur 2 ans qui ont été accompagnés, donc c'est significatif. Et sur l'ensemble de ces 2 années, on a gagné, entre guillemets, plus de 40 jeunes qui sont restés au CFA par rapport au taux moyen d'abandon que l'on pouvait avoir au CFA. Mais si on regarde même par rapport au taux d'abandon des CAP de première année, parce que c'est là où, quand on regarde toutes les statistiques, dans le secteur du BTP de manière générale, en particulier de manière générale pour tous les secteurs d'activité, on a le gain est encore plus fort, parce qu'il y a des sections qui chaque année avaient 2, 3, 4 abandons, 5 abandons sur une douzaine, une quinzaine de jeunes qui n'en ont pas eu cette année. Voilà, donc on le retrouve encore cette année pour la prolongation que l'on fait. Donc l'objectif qui est atteint, ce qu'on voulait faire, hein, à la fois au niveau qualitatif pour les apprentis eux-mêmes, alors pour le personnel, les formateurs en termes de confort, mais également en termes financiers, on voit que c'est un dispositif qui peut s'autofinancer, puisque plus de 40 jeunes au coût contrat. Voilà, donc on fait rapidement le calcul de l'intérêt que ça peut avoir aussi pour nous pour autofinancer le dispositif et surtout répondre donc à la fois aux objectifs des jeunes d'intégrer un métier, la profession des métiers de la construction et de répondre aux entreprises sur lesquelles on a du mal à chercher des jeunes. Donc gardons les jeunes que l'on a, valorisons les métiers et il faut les former le mieux possible, les accompagner le mieux possible pour qu'ils restent.
Formidable. Alors pour nos auditeurs qui ne seraient pas tout à fait experts dans le monde de l'apprentissage est financé jeune par jeune, ce sont les niveaux de prise en charge. Évidemment, quand il y a abandon de formation, il y a perte des financements. Comme il n'y a pas abandon de formation, ça veut dire que l'organisme de formation continue d'avoir ces financements-là, le budget reste au CFA, et ce que coûte le dispositif est inférieur un peu à ce budget-là. C'est bien ça ? C'est exactement ça. Parce qu'avant la réforme de 2018, les CFA qui avaient des abandons, de toute façon, comme on déclarait une fois par an au conseil régional le nombre d'apprentis, on était financé sur la totalité des apprentis qu'on avait déclarés. Et même s'il après il y a des abandons, donc on était de toute manière rémunéré au nombre d'apprentis qu'on avait déclarés. Avec la réforme de 2018, le paradigme a changé puisqu'on est financé au coût contrat, au nombre de mois sur lequel reste l'apprenti dans le CFA. Donc du coup, si le jeune reste bien la totalité de sa formation, obtient son diplôme et intègre l'entreprise derrière, on est financé sur la totalité et pas au prorata. Formidable. Un grand merci. Merci beaucoup pour ces témoignages. Merci beaucoup aussi à BTP CFA Occitanie, parce que je vais parler juste maintenant de cette forme d'altruisme qui vous caractérise, et je le dis droit dans les yeux, c'est juste génial. Un grand merci André, et puis merci, vous l'avez remarqué, à Madame Capdevielle qui nous accompagne, pas physiquement aujourd'hui, mais vous l'avez compris, elle et ses équipes ont été là jour après jour sur l'ensemble du dispositif. Si on essaie de synthétiser, ce qu'on s'est dit, c'est que des ruptures ont des causes, évidemment. Quand on pose la question à des jeunes, pourquoi es-tu arrivé à une rupture ? Pourquoi est arrivé à l'abandon ? Ils trouvent une raison. Mais cette raison, en fait, c'est un des phénomènes d'un processus qui est beaucoup plus long. En travaillant sur ce processus, par ces méthodes de socialisation professionnelle, avec une approche de psychologie, eh bien, on arrive à voir un effondrement des ruptures, mais surtout des abandons. On l'a vu, sur certaines sections, on est passé de grosso modo 24 à 0%, ce qui est quand même exceptionnel. Ce processus s'autofinance. 2 points et 2 derniers points. Il faut bien sûr, maintenant, pour pouvoir généraliser et proposer cette approche et ce dispositif à tous les CFA du BTP, bien sûr, et pourquoi pas des autres secteurs. Vous savez que le secteur du BTP est très ouvert, il n'a pas vocation à garder rien que pour lui ce qu'il a pu mettre en avant et en évidence. Quand ça fonctionne pour le BTP, ça n'a aucune raison de ne pas fonctionner pour les autres secteurs. Pour réussir à faire ça, il faut 2 choses. 1, il faut des psychologues formés spécifiquement à cet accompagnement-là. André, tu le sais, un travail est en cours à l'université pour réussir à capitaliser sur cela, afin de pouvoir proposer cette approche en Occitanie, bien sûr, mais également sur le reste du territoire français. Ça va prendre un peu de temps, quelques mois, peut-être un peu plus d'1 année pour former le personnel nécessaire. 2, il faut bien sûr que ce dispositif soit libre et ouvert. Et en cela, quand je parle d'altruisme, vraiment, c'est dit sans phare. BTP CFA Occitanie, c'est votre dispositif. Et pour autant, vous considérez qu'il est ouvert à tous et que vous le mettez à disposition de tous ceux qui veulent s'en emparer. C'est bien ça, hein, Gilles ? Alors, après, c'est aussi avec le 3CA BTP, enfin, c'est la philosophie des appels à projets du 3CA BTP également. Donc si on s'engage dedans et si on postule, c'est parce que derrière on sait que ce qu'on va expérimenter, mettre en place dans nos CFA, on mettra à disposition de ceux qui le souhaitent les outils pour l'étendre sur d'autres CFA. Formidable, un grand merci pour ça. Reste à vous dire une toute dernière chose, n'oublions pas qu'un jeune, c'est vraiment là, peut-être le fil à tirer, qui entre en apprentissage en sortant de collège, reste un adolescent. Puisque c'est un adolescent, il a des soucis d'adolescent, les mêmes qui étaient les vôtres quand vous aviez leur âge. Puisqu'il a ces soucis, ces questions d'adolescent, il faut les regarder objectivement et lui proposer de les régler de façon la plus neutre possible, de façon la plus transparente possible, sans jugement, avec un accompagnement. Et c'est la grande leçon. En faisant ça, eh bien, on arrive à une disparition, en tout cas une limitation extrêmement forte des ruptures et abandons. Merci d'avoir suivi cette émission. Et puis nous vous retrouvons très rapidement sur le site du 3CA BTP. À bientôt.